C'est quoi ça, monsieur, là? C'est pas du latin? Non, c'est de l'hébreu. C'est une pierre tombale. C'est l'épitaphe du seigneur Paragorus. Il l'a fait inscrire pour ses enfants. C'est la plus vieille inscription attestant d'une présence juive en France. Ça date de 688 après Jésus-Christ. Ah bon? Mais il y a écrit quoi? C'est écrit « Paix sur Israël ». Regarde attentivement, tu verras. Il y a aussi un chandelier à 7 branches. Ah, mais je connais ça, c'est le truc des feuges. Des juifs, ça s'appelle une menorah. Ouais, super. Bon, allez, on s'arrache là ici. Non, mais c'est intéressant. Mais non, mais ça me saoule ce truc. En plus, c'est toujours la même chose. De toute façon, les juifs, ils sont arrivés dans les années 50 d'Afrique du Nord parce qu'on les a foutus dehors, c'est tout. Il dit n'importe quoi, de toute façon, le prof. T'as bien vu l'inscription, 688, c'est vieux. Mais non, mais t'es teubé ou quoi? T'as pas vu ce qu'il a écrit, Pythagorus? Paragorus. Non, mais en plus, Paragorus, c'est quoi ce blaze, franchement? Pardon. Il a écrit paix sur Israël, pas paix sur la France. Ils habitaient pas en France, voilà, c'est tout. Loupé. En 688, c'était les Visigoths à Narbonne. Ensuite, il y a eu les Arabes et les Francs, ils sont arrivés qu'après. Et la fin du siège de Narbonne, c'est 759. T'avais préparé la visite, tu le saurais. Ouais, ça va, c'est bon, madame, je sais tout. En plus, je savais ça. Et puis l'État d'Israël, ils l'ont créé en 1948. Ah bon? Pourquoi il a écrit ça, alors? Bah, parce que c'est le berceau de la religion juive d'Israël, c'est Jérusalem. Ah ouais. Mhm. Parce que moi, la famille juive que je connais, elle est arrivée de Tunisie dans les années 60. Mais n'importe quoi, enfin, je veux dire, il y a toujours eu des juifs en France, regarde le livre d'histoire. On a même trouvé une lampe à huile juive à Orgon, dans les Bouches-du-Rhône, qui daterait du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'époque romaine. Il y avait aussi un chandelier à 7 branches gravé dessus. Ah oui, c'est une meshouya. Une menorah. Oui. Et à Montpellier, il y a un mikvé qui date du 13e siècle. Un mikvé, c'est quoi un mikvé? C'est un bain rituel juif. Et puis je veux dire, il y a des tas de vestiges anciens dans la région. On a retrouvé une pierre à Olot, en Espagne, qui date de 1209. Et prépare-toi, elle raconte l'exil d'une famille juive qui a dû quitter sa ville bien-aimée, Béziers. Sérieux? À Lunel, il y a un bâtiment qui date du 12e siècle. Il abritait une grande école juive. La ville de Vauvert s'appelait avant Posquière. Il y vivait une communauté de 400 juifs. Et il y avait une école de rabbins de grande renommée. Ah vache, je savais pas. Mais comment tu sais tout ça, toi? C'est parce que... D'accord. Ah, mais j'avais pas compris, moi. Ah, mais je savais pas que t'étais juive. Juive, du coup, pardon. Juive. Je suis désolé. Oui, et puis dernière chose, Oui. c'est pas écrit sur mon visage. Oui. Continue. Par là. Bienvenue pour cette soirée à celles et ceux qui sont les chevilles ouvrières de ce très beau projet, donc la CIM. Je salue Fabrice Laurin et Jean-Didier Lévy et toutes les équipes qui les ont accompagnés et qui les accompagnent aujourd'hui dans le travail qui est le leur. Je veux saluer aussi Perla Danan, présidente de Radio Aviva, présidente régionale, représentante régionale du CRIF. Saluer avec elle Roger Torgman, qu'on ne présente plus pour ses travaux particulièrement prestigieux de ces derniers mois, ces dernières années, et le concours qu'ont apporté un certain nombre de personnalités ici présentes, Michael Yankou, Brigitte Claparède, Michel Bensoussan, je pourrais saluer et citer aussi Charles Egby, je voudrais saluer et citer Sabine Atlan, président de la communauté juive de la Grande Motte, saluer la présence parmi nous de Margot Lévin, saluer la présence de Youssef Ourizadeh, saluer la présence de Liliane Drey et Sabine Bonomo,
les petites mains de l'ombre qui font un travail précieux au quotidien. Vous saluez, vous tous et vous toutes, pour votre présence, pour le soutien que vous apportez à cette manifestation. Saluez la présence, bien sûr, de mon ami André Moutot, de Raphaël Siboni. Bref, vous tous et vous toutes qui êtes là ce soir pour l'aboutissement de ce très beau projet. À côté des représentants de la communauté juive de Montpellier, qu'elle soit culturelle ou cultuelle ici présents, je voudrais saluer aussi l'amicale présence et le soutien qu'apportent les représentants des autres religions, la communauté catholique de Montpellier, la communauté protestante, la communauté musulmane, la communauté Lao. Cher Bouniang, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette maison. Vous saluez, vous tous et vous toutes, pour l'unité, pour cette fraternité qui nous rassemble ce soir. Je voudrais aussi saluer les collègues élus présents dans cette assemblée. Il y a naturellement Alban Zankello, adjoint au maire de Montpellier, qui représente Michael Delafosse. Il est accompagné de Luc Alberne, élu municipal de Montpellier. Merci beaucoup, cher Luc. Merci beaucoup, cher Alban, pour votre présence ce soir. Je voudrais saluer Jean-Louis Gély, vice-président du conseil départemental de l'Hérault, qui représente ce soir Kléber Mesquida. Je voudrais saluer Irène Tolleré, la présence de notre collègue et amie députée européenne, qui vient d'arriver de Bruxelles et qui est avec nous ce soir. Nous avons fait une partie du chemin ensemble. Merci beaucoup, chère Irène, de ta présence. Je voudrais saluer l'arrivée de Michel Tisser, présidente de FACERO. Et je vais terminer par l'État, bien entendu. Terminer par l'État parce qu'il a un rôle essentiel au quotidien dans les travaux et dans les discussions qui nous réunissent. L'État représenté ici pour le rectorat, tout particulièrement par Christophe Moni, ses collaborateurs et son équipe. Merci beaucoup, Monsieur Le Dazen, d'être présent avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être venu avec vos collaborateurs et vos collègues. C'est très important pour nous de pouvoir compter sur l'implication au quotidien des équipes de l'éducation nationale, naturellement celles qui sont au ministère, celles qui sont dans les rectorats, mais celles qui sont aussi sur le terrain, comme vous l'êtes au quotidien, chacun et chacune d'entre vous, messieurs et madame, aux côtés des équipes pédagogiques qui sont engagées pour mettre en œuvre ce que l'ancien ministre de l'Éducation nationale avait appelé le carré régalien. Le fameux carré régalien, c'est finalement la transmission des valeurs de la République, c'est ces valeurs citoyennes qui peuvent nous rassembler tous et toutes, quels que soient les territoires sur lesquels nous habitons, quels que soient les territoires dont nous sommes issus et quelles que soient les différences qui réunissent les uns et les autres, l'école de la République étant le creuset qui doit permettre de façonner les citoyens libres et éclairés. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour l'aboutissement de ce travail qui a été porté par une équipe particulièrement engagée. Et vous le savez, la plus belle des sanctions lorsque vous portez une équipe comme celle-ci, c'est le vote du public. Mais vous aurez l'occasion d'y revenir, cher Père Ladanan, cher Roger Terdman, parce qu'effectivement, ce projet a été validé vote des habitants de notre région. Et finalement, ce qui fait de lui un projet qui a cette onction des élus, mais surtout l'onction des habitants de cette région qui témoignent à travers leur vote l'intérêt qu'ils portent à ce combat contre l'antisémitisme, puisque c'est de cela qu'il s'agit. L'antisémitisme qui est un poison pour la République, un poison pour la cohésion nationale, un poison pour le pacte républicain et qu'il nous appartient à chacun et chacune d'entre nous, quelle que soit la place que nous occupons. Je voudrais saluer Madame Corinne Polleri, adjointe au maire de Lunel en charge de la culture. Vous saluez, vous tous et vous toutes, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous vous êtes sentis concernés par le sujet dont il s'agit. Et vous avez vu, le premier clip parle de la présence juive sur le territoire de France. Et il y aura d'autres clips et d'autres sujets, je ne veux pas faire de teasing, mais finalement, tous ces sujets sont nés d'idées reçues, sont nés de stéréotypes, sont nés de préjugés, et finalement la discrimination, la stigmatisation, le rejet, l'incitation à la haine, et la haine tout simplement grandissent au fur et à mesure où les stéréotypes se multiplient dans notre pays. Et c'est notre rôle, lorsque nous sommes citoyens engagés, lorsque nous sommes élus en responsabilité, lorsque nous sommes enseignants, de déconstruire ces stéréotypes. Alors parfois on cherche des outils qui sont innovants, des outils qui sont ludiques pour capter l'attention des jeunes, parce que ce sont souvent les jeunes qui colportent, qui transforment, qui donnent une caisse de résonance à ces stéréotypes. Et pendant très longtemps, lorsque quelqu'un disait une bêtise, ça restait dans un cercle clos. Aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, une bêtise qui est colportée par quelqu'un, qu'elle concerne les juifs, qu'elle concerne les musulmans, qu'elle concerne les catholiques, qu'elle concerne les tziganes, qu'elle concerne les homosexuels ou les femmes, finalement, elle a une caisse de résonance et elle se retrouve à des milliers de kilomètres de l'endroit où elle a été émise.
Et puis finalement, nous sommes là pour déconstruire et démonter tous ces théories complotistes. Les complots qu'on pendant très longtemps et qu'on continue aujourd'hui à prêter aux Juifs. Mais il n'y a pas que les Juifs. Regardez, on colporte des complots qu'on dit être nés dans les cercles maçons. Et chez les francs-maçons aussi, on dit finalement il y a un complot franc-maçon. Et puis plus récemment, plus près de nous, il y a un complot sur le Covid. Et ce complot, il a été initié par finalement les milieux pharmaceutiques. Et sinon, finalement, lorsqu'on rajoute, finalement, nous sommes chacun et chacune d'entre nous dans le regard d'autrui, des gens qui colportent des complots. Nous avons créé des complots parce que nous sommes mus par des intérêts, nous avons des objectifs et des ambitions qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas dignes. On se retrouve entre nous pour comploter et vous avez des esprits légers qui finalement vont accuser, stigmatiser telle ou telle communauté, tel ou tel groupe social pour suggérer ou indiquer parfois avec beaucoup de force, avec beaucoup de vigueur qu'effectivement ce groupe est dangereux pour la nation, ce groupe est dangereux pour le pays, ce groupe est dangereux pour la France, ce groupe est dangereux pour la santé. Je salue l'arrivée parmi nous de Monsieur le Rabbin. C'est un plaisir de vous accueillir, Monsieur le Rabbin. Vous dire que c'est l'objet de cette soirée qui va se dérouler maintenant que j'ai prononcé ces quelques mots d'accueil, sous la houlette bienveillante de celui qui est devenu un partenaire de ces soirées, un partenaire engagé. Je voulais vraiment lui rendre hommage à Olivier Biscay, qui est là, puis il représente Midi Libre, mais plus que le groupe Midi Libre, il représente le groupe La Dépêche du Midi. Et nous sommes particulièrement chanceux sur notre territoire d'avoir un journal qui a cette ancienneté, qui a cet ancrage dans le territoire et dans la région, qui soit un partenaire engagé comme l'est ce journal, engagé dans ses colonnes, engagé sur les ondes de Radio Aviva. Merci beaucoup, cher Olivier. Engagé comme vous l'avez été lorsque nous avons présenté ce hors-série que Midi Libre a bien voulu publier. Merci beaucoup de continuer à être ce journalisme que nous aimons tant, d'incarner ce journalisme que nous aimons tant, un journalisme au service de l'information, mais surtout au service des valeurs de la République qui nous réunissent tous et toutes. Bonne soirée à chacune et à chacun d'entre vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette soirée exceptionnelle. Merci, cher Hussein Bourgi, pour vos mots. Une soirée, vous l'avez remarqué, qui va être extrêmement rythmée, extrêmement intense, puisque nous allons à la fois vous présenter ce beau projet Occitanie Trip à la chasse aux vieux clichés. Et pour cela, je vais faire monter sur scène deux personnes que vous connaissez bien, c'est Perla Danan et Roger Torchman, qu'on applaudit. Alors, on va démarrer cette soirée. Vous allez rester avec moi tout au long de cette soirée, cher Roger et Perla. Vous êtes mon fil rouge. Roger, vous allez prendre ce micro. Alors, on a fixé une règle à chacun de nos invités. Soyez bref. Parce que on sait qu'il y a des bavards sur scène et dans la salle, et surtout on veut pouvoir donner la capacité à chacun d'entre vous pendant cette soirée, à la fin de cette soirée, évidemment d'échanger avec les représentants de l'association et les porteurs de ce projet. Roger, vous aviez quelques mots évidemment de bienvenue parce que cette soirée est importante pour vous. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir à tous et à toutes. Je suis effectivement très heureux de vous voir aussi nombreux pour participer à cette session de lancement. C'est une avant-première et donc très heureux parce que c'est l'aboutissement d'un projet qui a effectivement nous a occupé pendant plus d'une année avec toute une équipe à la fois de bénévoles, on en parlera, et de professionnels. Voilà. Donc sur les enjeux, bon, tout a été dit par Hussein Bourgi, donc je ne vais pas répéter. Je pense que vous avez bien compris les enjeux de ce projet. Et donc tout au long de cette soirée, on va effectivement vous égrener voilà, 5 clips sur les 11 qu'on a réalisés. Et puis voilà. Et ensuite, on parlera également de toute l'équipe qui a contribué à ce projet. Vous nous parlerez évidemment de la genèse de ce projet tout à l'heure, comment vous l'avez construit avec l'équipe. Perla Danan, vous êtes également une cheville ouvrière de cette soirée aux côtés de la CIM. Dites-nous tout simplement pourquoi et quelques mots. Eh bien, au niveau de Radio Aviva, on fait énormément d'actions pédagogiques et on s'aperçoit que les préjugés sont toujours là. Et on s'aperçoit qu'il y a un besoin là-dessus.
Donc c'est avec beaucoup de motivation qu'on s'est réunis avec la CIM pour avancer vers ce projet et avoir les votes citoyens qu'il fallait pour passer le cap. Je voudrais dire que quand on apprend à déconstruire un préjugé, ici antisémite, on apprend à regarder tous les préjugés qui sont en nous. C'est une espèce de processus et c'est extrêmement important que justement les jeunes puissent avancer là-dessus. On a calibré, quand on a travaillé sur le plan antisémitisme avec la région, on a calibré ça sur les réseaux sociaux parce qu'il faut savoir que TikTok est devenu le premier vecteur de messages antisémites. Donc je voudrais signaler la présence de Denis Tuchet qui représente la rectrice avec le DAZEN et c'est dire qu'on compte sur vous pour l'amplification et l'utilisation de ces clips dans le milieu scolaire. Nous y reviendrons évidemment avec eux tout à l'heure, cher Perla. Je vais accueillir sur scène deux présidents qui ont compté dans ce projet, Roger Torgman, Fabrice Laurin et Jean-Didier Lévy, qu'on applaudit. Mettez-vous ici. Alors, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Qui démarre de vous deux? Quand Roger Torgman est venu vous voir pour vous présenter ce projet, quel accueil lui avez-vous fait? Tiens, prenez un micro. Allez, j'ai fait un petit discours très bref. Dans la longueur de ta route, tu t'es fatigué, mais tu ne dis pas « je renonce ». Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. C'est pourquoi tu ne te décourages pas. Isaïe, chapitre 57, verset 10. Quand j'ai lu ce verset d'Isaïe, prophète, je me suis dit, il y a 2700 ans, Isaïe a rencontré Roger. À vous, Roger, tu as rencontré le prophète Isaïe. Comme vous la voyez, la Bible ne parle pas que des histoires de Dieu. Elle parle beaucoup de l'homme. Et pour un psychiatre, c'est très intéressant. Donc, elle définit des caractères de l'homme. Et Roger, par ce verset, je pense qu'il était écrit pour lui, parce que Roger, il est à l'origine de ce projet. Remettons un petit peu l'histoire. Roger a eu l'idée du hors-série sur l'histoire des Juifs en Occitanie, et nous étions venus vous voir, et je remercie Midi Libre pour sa large contribution essentielle dans ce projet. Et puis, une fois que ce projet a été achevé, il faut trouver un autre projet. Et là, Roger est venu et m'a dit, écoute, il y a un concours au niveau de l'antisémitisme, d'un projet innovant et créatif au niveau de la lutte contre l'antisémitisme en région Occitanie, et on se lance. Alors la question suivante, c'est, mais comment la CIM, le consistoire, doit-il se lancer dans un projet de lutte contre l'antisémitisme? Moi, je crois que oui, parce que nous sommes aussi culturels, et que finalement, être juif, ce n'est pas qu'une religion, c'est un peuple. Et depuis 3000 ans, nous avons à subir l'antisémitisme. Et je dirais que l'histoire, elle ne se répète pas. Contrairement à ce que pensait Hegel, elle ne se répète pas, mais elle se sédimente. Et je trouve que l'antisémitisme, c'est un sédiment récurrent et permanent dans l'espèce de masse de l'histoire, vous voyez, dans l'épaisseur et la densité de l'histoire. Alors, à quoi ça sert l'antisémitisme? Qu'est-ce que l'antisémitisme et à quoi ça sert de notre démarche? Je pense qu'il y a 3 fonctions. D'une part, alerter. Deuxièmement, réparer. Et troisièmement, réunir. Alerter, c'est ce que vont faire ces sketchs. L'idée, c'est d'alerter sur l'antisémitisme. Mais deuxièmement, c'est réparer. Et là encore, s'il y a tant de livres sur l'antisémitisme, sur la Shoah, sur les pogroms, pourquoi? Quelle fonction ça a? Ça a la fonction de réparation chez leurs auteurs. Ça a une fonction de réparation chez le peuple juif, parce que le peuple juif, intrinsèquement, il y a une peur intrinsèque à l'être juif, je pense, depuis très longtemps. Et puis, troisièmement, il y a une fonction de réunion, de réunir les juifs entre eux, parce que c'est intéressant, ici il y a plusieurs courants. Il y a des libéraux, des athées humanistes, le consistoire, des laïcs, des culturels, il y a un peu tout. Ça nous réunit, nous. C'est un combat qui nous réunit, nous, hein, le CRIF, etc. Et deuxièmement, ça réunit nos amis. C'est-à-dire les amis, moi j'appelle ça, en allemand c'est Schadenfreunde, c'est les amis de l'ombre. On a des amis de l'ombre qui sont là depuis des siècles et qui nous accompagnent et qui nous protègent et qui nous accompagnent dans ces moments-là. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme? Je vais vous faire un peu de psycho.
parce que c'est mon rayon. Le raciste, l'antisémitisme, c'est pas le racisme. Le raciste, il ne supporte pas l'autre. Il va considérer que l'autre, le noir, l'arabe, le chinois, le groenlandais, il lui est inférieur et il ne veut pas le voir. Il ne veut pas le voir, il ne supporte pas la différence. Et il ne veut pas le voir près de lui et il lui demande de retourner chez lui. On en a eu un exemple récemment à l'Assemblée nationale, qu'il retourne en Afrique. L'antisémite, c'est pas pareil. L'antisémite, il ne supporte pas, non pas la différence, mais la ressemblance. Qu'est-ce qui différencie un juif d'un non-juif? Franchement, est-ce que j'ai une tête de juif? Est-ce que Roger Torgman a une tête de juif? Est-ce que notre première ministre a une tête de juive? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le juif ressemble à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il fallait le marquer. Le marquer depuis la rouelle au Moyen-Âge jusqu'à l'étoile jaune. Et c'est ce marquage, uniquement grâce à ce marquage, qu'il y avait la différence. Sinon, on est comme monsieur tout le monde. Et ça ouvre à ce que tu disais tout à l'heure, Hussein. Les complots, ils sont partout. On ne sait pas où ils sont. Hein? Biscay, c'est juif. Ah. Donc, si vous voulez, c'est ça l'antisémitisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antisémite? Donc, en fait, il n'a pas la haine de l'autre comme le raciste, il a la haine de soi, de lui-même. Donc, pour vous résumer, le raciste a la haine de l'autre, l'antisémite a la haine de soi. Et je pense que le pire cauchemar d'un antisémite, c'est le jour où il n'y aura plus de juifs dans son pays. Parce que contre qui il pourra avoir la haine? Elle sera directement contre lui-même. Et là, il sera très embêté. Et c'est tellement facile de projeter sa haine sur autrui. Donc, si on suit bien mon raisonnement, on n'est pas sorti de l'auberge pour le racisme et l'antisémitisme, hein, parce que c'est intrinsèque à l'homme. Alors, comment s'en sortir avec tout ça? C'était la question que nous nous étions posée avec Roger. Notre arme. Hein. Bon, on va utiliser les médias, les sketchs, et c'est l'humour. On ne s'en sort que par l'humour et l'éducation. L'éducation par l'humour pour des jeunes collégiens, lycéens. Alors voilà, on a pris cette voie-là de l'humour, de l'accès vidéo, et je crois que c'est un pari tout à fait magnifique. Et je veux encore une fois remercier Roger Torgman, remercier la région représentée par Hussein Bourgi, vous remercier Olivier Biscay, le rédacteur en chef de Midi Libre, remercier l'ACIM, remercier Radio Aviva, remercier tous les institutionnels, remercier les scénaristes, parce qu'au début j'étais dans le groupe, les acteurs, et tout, Michael Yankou, les historiens, tous ceux qui ont participé à ce magnifique projet, auquel je souhaite une vraiment très grande bonne chance. Merci beaucoup. Jean-Didier. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vois cette salle qui est bien remplie, cette salle qui est magnifique, qui est une salle de la région. Et je voudrais remercier également aussi Hussein pour tes mots toujours aussi agréables à notre rencontre, mais envers tout le monde, puisque tu as un humanisme débordant, une gentillesse et tu as une chaleur humaine qui est extraordinaire. Et on aimerait que tous les sénateurs soient comme toi. Merci beaucoup, Madame Thomas. On remercie aussi Madame Carole Delga qui n'est pas présente parmi nous ce soir, mais sans la région, nous ne serons sûrement pas ici. Et je remercie aussi tous ceux qui sont présents et surtout les représentants des différents cultes qui sont là, qui se sont associés pour nous soutenir ce projet. Également aussi l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale, tout ce projet est pour l'éducation nationale. Et ça, c'est le fer de lance. Je voudrais dire que Fabrice nous a fait un cours magistral sur la psychologie, la psychiatrie du judaïsme et de l'antisémitisme, mais ce projet a été initié par Fabrice et Roger, à l'initiative de Roger, et il était tout à fait naturel pour ma part de le continuer et d'aider Roger à accentuer un petit peu cette dynamique et ce travail de longue haleine. Quand on connaît Roger et le travail qu'il fait, croyez-moi qu'on aimerait l'avoir dans beaucoup d'associations. Je voudrais remercier Perla aussi, qui fait un travail formidable aussi pour la diffusion, aussi pour la promotion aussi des clips qui vont être à la disposition de tous ces jeunes de la région et je pense bien au-delà, puisque ça va être sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Donc c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est particulier pour une communauté juive de se lancer dans un projet comme ça, mais c'était aussi tout à fait naturel de se lancer dans un projet qui est
la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. On avait prévu de faire une soirée le 13 septembre. Roger m'a téléphoné fin août, il faut qu'on se dépêche, il ne nous reste plus que 15 jours. Et finalement, Perla n'a pas voulu, n'a pas souhaité, on n'avait pas voulu, on n'avait pas le temps matériel. Et finalement, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une très jolie salle, un très bon public, des clips qui ont été montés de façon formidable, avec un travail formidable de M. Cohen-Rimbaud, avec un travail extraordinaire de Patrice Bitton, de M. Nakache, de Michael Nakache, de Hassim. C'est-à-dire que tout le monde a travaillé, sans compter, surtout, bien sûr, Roger en premier, puisque si vous voyez tous les mails qu'on reçoit de Roger, vous n'arrivez plus à les lire. Mais c'est pour vous dire qu'on devait faire cette soirée le 13 septembre, et nous la faisons aujourd'hui. Et je me dis, il n'y a jamais de hasard. Vous savez, dans la vie, vous avez beau chercher, mais vous dites pourquoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est la journée nationale contre le harcèlement à l'école. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, qu'aujourd'hui, on puisse comprendre comment, en France encore, des élèves se suicident à cause de leurs petits camarades. Comment des élèves sont obligés de quitter le lycée, l'école, le collège de la République, où toutes les chances sont données à nos enfants. On veut les mettre dans les écoles de la République, on veut leur donner une éducation laïque, mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Et aujourd'hui, ces clips qui vont essayer d'effacer, d'enlever les stéréotypes, les préjugés, parce qu'ils sont faits de façon formidable, avec des anciens clichés, le juif est riche, le juif est déicide, etc., et d'autres, avec des témoignages des gens de la Shoah. Donc vous allez voir, ces clips sont faits de façon formidable. Et je me dis, aujourd'hui, cette journée aussi de lutte, une journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, ça tombe parfaitement avec le thème de notre soirée. Cette soirée tombe vraiment à pic. Donc j'aimerais, et j'espère que dans les années à venir, les enfants de la communauté juive, les enfants qui habitent dans des quartiers difficiles, dans des quartiers sensibles, n'aient plus à changer d'école et aller dans une autre école à cause des préjugés et de l'antisémitisme et de leur souffrance par leurs petits camarades. Ça, c'est mon souhait le plus cher. Il faut comprendre aussi que la communauté juive, depuis quelques années, vit aussi un moment difficile. L'antisémitisme, c'est 60% de l'antisémitisme, ça a lieu à l'école. Donc, vous vous rendez bien compte que l'école est le terroir où s'il faut travailler, c'est sur ces clichés, c'est sur ces préjugés. Les professeurs, tous les acteurs de l'éducation nationale, vous avez un travail fondamental à faire pour que demain, tous les petits-enfants, quels qu'ils soient, qu'ils s'appellent David, Jonathan, Mohamed, Rachid, François, Christian, puissent aller dans les écoles qu'ils veulent, dans les écoles de la République. On n'a plus besoin d'avoir des écoles bunkérisées. Certaines écoles juives sont encore bunkérisées. Vous avez des vigipirates, vous avez des hommes en armes. On aimerait avoir des écoles libres où des enfants jouent, s'amusent, profitent, ne rentrent plus devant des hommes en armes. Et ça serait mon souhait le plus cher. Alors, il faut un travail. Et ce travail commence aussi par ces préjugés et ces clips qui ont été faits et réalisés. Et ce travail formidable. Je dis vraiment formidable parce que certains projets étaient des projets de discussion. Là, on a fait un outil pédagogique pour l'éducation nationale extraordinaire. Et je félicite Roger, Perla et toute l'équipe qui a œuvré et agrandi un petit peu la communauté juive de Montpellier et qui a donné un outil pédagogique à l'éducation nationale. Je remercie tout le monde d'être présent ce soir et j'espère que mes souhaits seront un jour réalisés, que chaque enfant ira dans l'école de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à... Merci. Merci Fabrice Lorrain, merci Jean-Didier Lévy. Je vous propose, avant de revenir vers vous, Perla et Roger, pour évoquer évidemment la jeunesse de ce projet, et bien que nous puissions regarder ensemble un autre clip. Je vous propose à présent. Je lui dis quoi, mon pote David, du coup? Tu lui dis 15h au cinéma Gaumont Comédie Spider-Man. Ok. Ah mais trop bien, on a le temps de rester posé du coup. Ça m'a tellement crevé de faire les boutiques. Puis t'as vu, il y avait plein de monde, c'était trop bizarre. Ça? Non, c'était une visite organisée par l'Office du tourisme. Et y a quoi à visiter? Bah, il y a un mikvé dedans. Et il y a aussi l'Institut Mémonide. C'est quoi l'Institut Mémonide? Mémonide.
C'est un institut qui organise des débats et des conférences pour favoriser le dialogue entre les religions. Juives, chrétiennes, musulmanes. Et le mikvé, Ouais. c'est un bain rituel juif. Ça date du XIIIe siècle. Hein. Et puis, il y a aussi des restes de synagogues dans cet immeuble, parce que c'est un quartier juif ici. Ouais. Ah, ça m'étonne pas, hein. Ils se regroupent les juifs, tu sais, pour habiter entre eux. Ils veulent pas avoir de voisins qui soient pas de la même religion qu'eux. N'importe quoi. Tu confonds avec les juifs orthodoxes. Je veux dire, à New York, à la limite, hein, mais en France, les juifs, ils vivent pas comme ça. Hein. Ils vivent comme tous les Français, mélangés à la population. Non, je te jure qu'ils se regroupent les juifs, et dans les beaux quartiers comme par hasard. Enfin, pardon, hein, Sarcelles ou Saint-Denis, à Paris, c'est des quartiers populaires, il y a plein de juifs là-bas. Hein. Voilà, qu'est-ce que je te disais, ils se regroupent les juifs, pour habiter entre eux, dans les quartiers juifs. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est surtout que... David, il m'a expliqué, sa famille, elle est juive. En fait, quand c'est Shabbat, ils peuvent pas prendre la voiture. Du coup, ils habitent le plus près possible de la synagogue, du mikvé et puis de la boucherie cachère. Ah ok, c'est religieux. Non, c'est surtout qu'ils habitent où ils peuvent. La plupart des familles juives de Bagatelle, le quartier où vit David, c'était des rapatriés d'Afrique du Nord. Ils venaient d'Algérie, de Maroc, de Tunisie. Et alors ? Et alors, dans les années 60, quand ils ont dû partir, l'État français il les a relogés dans des HLM. C'est pour ça qu'ils sont plus nombreux là-bas. De toute façon, David, il va déménager. Près d'une synagogue ? Non, près de la gare, ça sera plus pratique. Pratique pourquoi ? Je t'ai pas dit. David, il était pris à l'école des Beaux-Arts à Lyon. Non. Ouais ? Ah non, c'est l'école que tu voulais faire. Tu dois être trop dégoûtée. Je t'ai vraiment rien dit. J'ai été prise aussi. Non, c'est pas vrai. Comme tu dois être trop contente, félicitations. Ouais, attends, ils disent comment les juifs déjà ? Mazel Tov. Roger, un mot peut-être pour nos invités ce soir sur la genèse de ce projet. En effet, on l'évoque déjà depuis de longues minutes, mais comment est-il né ? Comment est née cette aventure ? Cette aventure, bon, d'abord, elle est née parce qu'il y a eu cette dynamique lancée par la région Occitanie. Hein, ça a été évoqué largement par Hussein Bourgi, mais je veux le redire ici. On a quand même la chance en Occitanie d'être dans une région où ce combat est porté par sa présidente, par l'ensemble de la collectivité. Bon, la région Occitanie a lancé un plan triannuel 2000-2023, 12,3 millions de budget, c'est considérable, et un engagement sans faille de sa présidente. Et je pense que dans ce lieu, on peut vraiment applaudir le conseiller régional, sa présidente, pour son engagement dans ce combat. Voilà. Donc ça c'était le cadre et le contexte. Donc ensuite, comme ça a été dit, ce projet il a fait suite effectivement au projet de hors-série, et pour ce faire je vais appeler mon ami Michael Yankou, avec qui on a porté ce projet de hors-série, parce que on va voir qu'il y a eu une filiation entre ce projet de hors-série et ce projet de lutte contre l'antisémitisme. Michael, en effet, merci d'être là à nos côtés. On voit ce magazine, vous l'avez rappelé, cher Hussein Bourgi, Fabrice Laurent, puisque nous avons fait quelques réunions ensemble dans mon bureau pour travailler ce projet, un projet de magazine qui permettait d'évoquer les Juifs d'Occitanie. Effectivement, il n'y a pas de France sans Juifs, il n'y a pas de région sans Juifs. On le voit dans le premier clip, la pierre tombale de Narbonne, qui désigne l'inhumation précipitée de 3 défunts, les enfants de Paragoruste. C'est un texte à épigraphie latine qui se termine par 3 mots hébreux, Shalom à l'Israël. Donc il y a des Juifs en Occitanie depuis le 7e siècle, il y a des Juifs dans l'ère hexagonale, on l'a vu avec la lampe à huile au plan d'Orgon depuis le 1er siècle de notre ère, nos ancêtres les Hébreux, pas seulement, nos ancêtres les Grecs, les Latins, les Arabes. Oui, peut-être. Et effectivement, c'est ce qu'on a souhaité faire avec Midi Libre, avec la CIM, avec Roger, c'est montrer l'ancienneté du judaïsme français, l'ancienneté du judaïsme régional, et qui est vécu, qui est perceptible au travers de vestiges patrimoniaux de tout premier plan. Bien évidemment, l'incontournable mikvé, l'un des plus anciens mikvaot européens retrouvés, mais pas seulement, des restes synagogaux à Béziers, la pierre tombale de Narbonne, un présumé mikvé à Perpignan, bref, toute cette Occitania judaïca qui était connue des chachamim, des rabbanim, des gens de foi juive, mais pas du grand public. Et le grand public a pu s'approprier cette histoire, redécouvrir qu'effectivement, l'on parlait judéo-occitan dans les ruelles médiévales de notre région, et que les Juifs ont été des passeurs de culture
entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale. Ça, ce sont les temps fastes, les temps éclairés. Mais, bien évidemment, ce qui accompagne, ce qui jalonne les pas du mosaïsme, c'est effectivement l'aspect lacrymal des temps obscurs, l'antisémitisme. Et ça coulait de source, en fait, que Roger, qui était l'initiateur du projet juif d'Occitanie, passe à un autre projet non moins important, celle de déconstruire les préjugés antisémites, la plus vieille haine de l'histoire. Et oui, il y a de l'aversion envers le peuple à la loi mosaïque depuis l'Antiquité. L'antisémitisme païen antique, où l'on reprochait l'apparition du Dieu unique, d'un Dieu transcendant et immanent, partout présent et nulle part matérialisé, puis l'antijudaïsme chrétien médiéval, où là, l'Église, vers le bas Moyen-Âge, car dans le haut Moyen-Âge, elle est pro-juive, elle affirme qu'elle est le Vérus Israël, qu'elle est le vrai peuple juif et que les Juifs, de par leur aveuglement de ne point reconnaître la messianité de Jésus, errent de par les nations, ont perdu leur patrie originelle et sont source de colibé, d'ostracisme, de marginalisation. Et effectivement, ce lien des Juifs et de l'argent, par exemple, provient du Moyen-Âge. Les Juifs, on les affublait de certains sobriquets, on les renvoyait à la traîtrise de Judas le traître et ils devaient porter une pièce d'étoffe ronde censée rappeler les deniers de Judas le traître. Donc l'anti-judaïsme chrétien médiéval a été quelque chose de très très fort qui a effectivement occupé au moins 2 siècles, plutôt le bas Moyen-Âge. Mais l'aversion du peuple juif, la détestation du peuple de Moïse, on la retrouve à travers les âges. Donc si on a un antisémitisme païen antique, tout d'abord l'anti-judaïsme chrétien médiéval, un antisémitisme moderne et contemporain va se mettre en place, où là ce seront des notions raciales, où l'on perçoit le juif comme une race inassimilable. On a effectivement aussi, à mesure qu'on approche de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, non sans avoir oublié l'affaire Dreyfus, là c'était l'antisémitisme plutôt à l'extrême droite, un antisémitisme d'extrême gauche, où l'on accuse le juif d'être un plutocrate, d'être un exploiteur millionnaire. Et la Shoah, on ne la présente plus, bien évidemment. Et à l'époque contemporaine, de nouvelles formes d'antisémitisme, l'antisionisme, comme dit Yankelevitch, c'est commode. Tout ce que l'on ne peut pas dire en France sur les Juifs, eh bien, Israël offre effectivement un réceptacle commode. La banalisation de la Shoah, le trop-plein de Shoah, la concurrence mémorielle. Les Juifs dominent encore le monde puisqu'ils ont créé ce crime innommable. Et puis également le complotisme, je ne sais pas si je l'ai cité, et d'autres formes encore, ou un antisémitisme sans juif. On n'a pas besoin du juif pour être judéophobe. Bref, tout cela a pu faire dire à deux grands intellectuels au XXe siècle, Marc Bloch, qui est le grand historien médiéviste, rapatrié à Montpellier pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, qui habitait dans la rue Sainte-Croix, près de la place de la Canourgue, que effectivement l'antisémitisme était un poison, pour reprendre les termes du Seine, un poison subtil, contagieux et polyfiltrant. Ou encore Léo Pitzker, un grand penseur sioniste, qui a pu dire que c'était une maladie héréditaire, contagieuse et incurable. Et là, je diffère avec cet intellectuel concernant le côté incurable. Et c'est pour cela que les scénettes, que les clips ont leur utilité. Cela peut se soigner, cette maladie peut effectivement se soigner. On a des exemples autour de nous, afin de passer, pour paraphraser l'historien Jules Isaac et le souverain pontife Jean XXIII, au lendemain de la Shoah, voulant établir des passerelles entre frères aînés monothéistes pour passer de l'enseignement du mépris à celui de l'estime et au-delà de l'enseignement de la méconnaissance à celui de la connaissance. Ils ont fait un travail remarquable pour dépoussiérer le grenier judéophobe de l'Église catholique et en arriver à une fraternité retrouvée. Donc oui, effectivement, le juif n'est pas coupable, ou s'il est coupable, c'est d'avoir ensemencé les régions qu'il a côtoyées, c'est d'avoir été lui-même enrichi, bien évidemment, par les régions traversées, notamment l'Occitanie. Et on sait que les Juifs ont joué un rôle éminent dans la science du judaïsme, Kabbale, Talmud, et dans la science tout court. Si Montpellier est ce qu'elle est aujourd'hui, elle le doit à sa faculté de médecine et à l'origine, l'école de médecine, des rencontres judéo-chrétiennes
autour du legs gréco-arabe. Donc, effectivement, ces scénettes ont une utilité. Il faut sensibiliser la nouvelle génération qui ne sait pas ce qu'est le juif, qui ne sait pas ce qu'est le judaïsme, et d'où le travail primordial de Roger et de Perla, et relayé par Midi Libre, et un grand merci à la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée qui fait figure effectivement de pionnière dans les régions françaises pour ce combat. Merci à Carole Delga pour s'investir dans la lutte contre la plus vieille haine de l'histoire. Merci, on l'applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et c'est au nom de ces valeurs, de cette pédagogie que nous avons à Midi Libre, en effet, porté ce projet, à la fois de magazine, qui a eu un grand succès, qui a eu un grand succès aussi dans les établissements scolaires. On va évidemment en parler. Roger, peut-être en quelques secondes, nous dire comment, au-delà de la vente en kiosque, de la vente auprès des abonnés et auprès des interlocuteurs du territoire, ce magazine fut un outil pour les collèges et les lycées. Tout à fait. Au-delà de l'objectif de vulgarisation, qui était l'objectif premier, d'où le titre, Juifs d'Occitanie, une histoire méconnue. Donc il s'agissait de la faire connaître. Très rapidement, donc, a pointé l'objectif de contribution à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, particulièrement à destination des jeunes. Et donc, il y a eu un développement extrêmement essentiel, encore une fois, avec le concours de la région Occitanie. C'est que cette publication, donc, on a réussi à faire en sorte qu'elle soit diffusée dans tous les collèges et tous les lycées de la région Occitanie. Donc, de manière à ce qu'ils servent d'outil pédagogique à cette sensibilisation, donc à ce combat contre à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Dans ce travail, j'ai travaillé de façon très étroite avec les services de l'académie, avec la rectrice, avec Thierry Duclerc au niveau du pôle valeurs, et donc qui ont relayé l'information pour sensibiliser tous les professeurs d'histoire-géographie et d'éducation civique et morale de tous ces établissements. Voilà. Et donc, juste pour finir le lien donc, avec cette publication, donc pourquoi on a appelé effectivement ce projet Occitanie Trip à la chasse aux vieux clichés? Parce que, en fait, à travers ce travail d'historien qu'a mené Michael, on a identifié un certain nombre de sites emblématiques de la région Occitanie qui avaient un lien avec le judaïsme ou son histoire. Et donc, on a égrené donc, la réalisation de ces clips vidéo au travers de tous ces lieux emblématiques. Voilà. Merci Roger. D'ailleurs, je vous propose, on l'applaudit bien sûr. Je vais inviter Michael Yankou à retrouver son siège et je vais vous projeter un troisième clip. On en parlait tout à l'heure, les Juifs sont obsédés par l'argent. Troisième clip. Et ta vie, elle était trop stylée, l'école de médecine de Montpellier. Je l'avais jamais vue. Tu sais, la salle avec les noms de tous les médecins là, ça m'a fait halluciner. Et il n'y avait pas que des chrétiens, il y avait aussi des noms de professeurs juifs et tout. Et ils étudiaient sur des livres de médecine arabe, tu te rends compte? Ils partageaient tout ce qu'ils savaient, c'était incroyable. J'ai grave la dalle, moi. Bon, pareil. Va s'acheter une crêpe ou quoi? Yes. Mais moi par contre, j'ai pas un rond, t'as combien? Et doucement, je suis pas ta banque. Bah ça va, tu vas pas la manger en feu, ta crêpe. Ok, on la partage, mais t'es relou avec ton expression. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bah manger en feu, je la. Bah s'il te plaît, ça va, c'est qu'une expression. Qu'est-ce que t'en sais que les juifs ils sont radins? Mais s'il te plaît. Non mais les juifs et l'argent, ils sont obsédés par l'argent, les juifs. N'importe quoi, ma voisine elle est juive, elle s'en fout de l'argent. Marianne, celle qui t'a ramené des tacos. C'est pas des tacos, c'est des bestioles à la viande, c'est une recette d'Algérie. C'était tellement bon ça. Et elle nous file tout le temps des trucs, elle est pas du tout radine. Bah n'empêche que les juifs ils mettent pas leur argent à la banque, ils ont trop peur de se le faire piquer. N'importe quoi. Ma voisine, elle a pas d'argent, elle et son mari, ils sont au chômage, alors tu vois. Puis de toute façon, les juifs, c'est comme tout le monde, ils sont généreux, ils partagent, c'est tout. Comme on partageait le savoir à l'école de Montpellier. Exactement. Tiens. C'est quoi ça? J'ai pas d'argent, mais ma mère, elle m'a filé sa carte ticket resto. Alors comme ils la prennent à Monop et qu'on n'a pas course après-midi, on y va. On s'achète de la farine, du lait, du sucre et des œufs. On va chez toi et on se fait des crêpes. T'es sérieuse là? Ouais, et on invite ta voisine et son mari. Et c'est pas la Chandeleur? Non, c'est la journée du cœur. Crêpe power. On les applaudit. Perla Danan,
présidente de Radio Aviva. Parlez-nous des actions de promotion et de sensibilisation qui sont conduites autour de ce qui nous rassemble ce soir. Eh bien, effectivement, le constat a été, dans les groupes de travail de la région, que les jeunes, et les jeunes lycéens, mais pas que, étaient la cible principale, d'où la teneur des clips et l'âge des acteurs, etc. La durée aussi, ça a été très compliqué de faire en 3 minutes passer un message sans le schématiser. On s'est bien torturé pour ne pas être trop caricatural. Et donc, à présent que les clips sont là, il y en a 11, on va en voir 5 ce soir. On a fait une chaîne YouTube sur lesquelles ils vont rester disponibles. Donc, avec un petit descriptif de chaque clip. Et en fait, ce qui est important d'intégrer pour vous qui êtes là ce soir, c'est que vous soyez un petit peu aussi les relais, les porte-voix de l'existence de ce matériel auprès de vos amis, dans vos réseaux sociaux, partout. Il faut qu'il y ait une amplification énorme qui remercie le travail et surtout, qui montre que l'antisémitisme ne concerne pas que les Juifs. C'est une fracture sociétale et chaque Français doit se sentir concerné par le rejet de l'autre. Et donc ce passage de message, il est majeur. Il est majeur, c'est-à-dire que si on laisse cohabiter les préjugés, eh bien on va aller les gens vont être dos à dos et nous n'aurions plus de cohésion sociale. Donc bien sûr, la communauté éducative que je regarde a un très grand rôle. Nous faisons énormément d'actions pédagogiques à Radio Aviva et effectivement, on voit à quel point, à un moment donné, le regard des jeunes change et on sait qu'ils ont compris et que c'est quelque chose qu'ils vont garder à vie. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui nous motive aussi et c'est ce qui nous amène à donner autant d'énergie avec Roger et de temps pour monter ces projets-là. L'autre point, je me tourne vers les communautés religieuses qui sont là. Il est vrai que ça peut être utilisé à l'école coranique, à l'école du dimanche, au catéchisme, à la pagode. Pourquoi pas faire à un moment donné une action pédagogique avec une discussion pour qu'il y ait une parole portée. Donc ces clips vont être disponibles sur une chaîne YouTube dédiée. On va inonder les réseaux et vous allez en faire autant pour renvoyer vers la chaîne YouTube. Et de cette façon-là, nous pourrons avoir énormément de répercussions et d'amplification, de viralité de ce matériel pédagogique. Bien sûr, nous continuerons à porter des actions pédagogiques dans les écoles, les lycées, dans les centres aérés, pour que, à chaque fois que c'est possible, on puisse projeter quelques clips et discuter, faire parler les élèves. Ce qui est important dans les actions pédagogiques que nous faisons, c'est que nous les enregistrons, que ensuite ça fait l'objet d'une émission et que les parents peuvent écouter l'émission. Ça veut dire qu'il y a un dialogue enfant-parent sur ces questions-là qui sont quelquefois difficiles à aborder en famille. Donc voilà un peu ce qui nous motive, ce n'est qu'un début. Avec votre aide, je pense qu'il est extrêmement important que nous diffusions et que nous utilisions constamment au maximum ces clips. Merci. Merci, Père Adanom, qu'on applaudit. Je vous propose de découvrir le 4e clip, L'indifférence peut conduire au pire. 4e clip. C'est quoi cette pancarte? L'antisémitisme tue. Encore un truc pour les feux, genre ils sont partout. Ouais, y en a marre de cette victimisation permanente là. Vous êtes sérieuse? Quoi? Bah, attendez, c'est relou ce que vous dites là. Enfin, à force de dire des choses comme ça, vous faites de la stigmatisation. Quoi, tu te sens concerné? T'es juif? Non. Attends, je regardais ton nez, t'es juif? Mais non, je suis pas. Enfin, ça va. C'est juste que je me suis informé. Enfin, je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour sortir de l'ignorance et de la haine gratuite. C'est tout. D'ailleurs, la dernière fois avec le lycée, j'ai participé au concours de la résistance et de la déportation. Et j'ai appris plein de choses. Regardez, on nous a montré le témoignage de Madame Sono. C'est une rescapée du camp d'Auschwitz. Regardez, je vous montre. Ça prend 2 minutes. À cette époque-là,
Pétain a reçu les pleins pouvoirs en juillet 1940. Il a reçu les pleins pouvoirs. Son seul souci était de s'occuper des problèmes des Juifs. Donc, il a instauré le statut des Juifs en octobre 1940, c'est-à-dire 3 mois après l'entrée des Allemands dans Paris, alors que les Allemands à l'époque ne lui demandaient rien. Il a fait ça de sa propre initiative. Donc, il a fait ce programme qu'on a appelé le statut des Juifs. Alors, le statut des Juifs concernait, était un statut assez éprouvant, c'est-à-dire qu'il fallait que toutes les familles juives aillent se faire recenser dans les commissariats de police. Ensuite, une fois que sur les cartes d'identité, ils ont commencé à mettre un tampon rouge où il y avait marqué Juif dessus. Ensuite, dans ce statut des Juifs, il y avait le couvre-feu. Nous n'avions pas le droit de sortir après 20 heures. Dans les transports en commun, nous n'avions le droit qu'au dernier compartiment. Tous les endroits publics étaient interdits. Par exemple, les jardins d'enfants, enfin les squares où on allait jouer. Sur les grilles, il y avait marqué interdit aux Juifs et aux chiens. De juin 41 jusqu'en juin 42. À ce moment-là, ils ont commencé à faire les premières déportations. Ça a été les premiers qui ont été déportés de France. Malheureusement, ils ne sont jamais revenus. Je voudrais juste vous parler d'une chose assez exceptionnelle qui m'a donné le devoir de témoigner. Au bout de quelques mois, j'ai travaillé donc en plein hiver dans les chantiers. Et au bout de quelques mois, nous avons le droit d'entrer dans les latrines. C'était les endroits où on avait besoin de faire nos besoins. C'était des grandes baraques où il y avait des centaines de trous. Et là, à chaque fois qu'il y avait des Françaises qui entendaient qu'il y avait un transport qui arrivait de France, venaient dans ces toilettes pour venir au renseignement. Et un soir, en janvier 45, j'ai retrouvé ma sœur dans ses toilettes. Je l'ai pas reconnue dans l'état où elle était parce qu'elle avait été déportée en février 43. Et quand elle m'a demandé où je travaillais, que je travaillais dans les chantiers extérieurs, elle savait très bien qu'on pouvait pas passer un hiver dans les conditions où on travaillait. Un jour à l'appel, elle n'a pas pu sortir parce que les gens qui n'allaient pas à l'appel l'après-midi, il y avait les camions qui les emmenaient directement au crématoire. Je suis rentré dans la baraque et puis lui dis Fanny, il faut sortir, tu sais ce qui va arriver. Alors elle m'a dit j'en peux plus. Et là elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit écoute, pour moi c'est fini. Elle me dit si toi tu es jeune et tu as encore la force de tenir, tiens le coup, promets-moi de raconter ce qui nous est arrivé pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Je voulais simplement vous lire un petit poème qui a été écrit par un enfant qui a été pris pendant la rafle du Veldiv. Et ça s'appelle « Raconte mon histoire ». Raconte mon histoire car moi je ne peux pas. J'étais enfant alors, ça fait longtemps déjà. Tu dois la raconter mon histoire, promets. J'ai même pas 5 ans. Et puis comment parler quand ma mère me serre très fort contre son sein et puis que je suis mort avec elle dans ce train. Ouais. Je me sens un peu bête là. Ouais, désolé, j'avais pas conscience que ça avait été aussi terrible. Je voulais vraiment pas te blesser tout à l'heure, Nino. Je crois qu'on a tous totalement honte de ce qu'on a pu dire. Ouais, attendez, je voulais pas du tout faire la morale, hein. Mais juste, faites gaffe, réfléchissez un peu avant de dire des choses qui peuvent conduire au pire. Ouais, non mais on voulait vraiment pas te blesser. On fera attention. Hein. Ah, mais vous m'avez pas blessé personnellement, je suis même pas juif d'ailleurs. Je suis juste informé. C'est tout. Le témoignage d'Esther Senot. Devoir de témoigner, disait-elle, devoir évidemment de chacun d'entre nous de porter ses valeurs, et c'est ce qui va se faire, Roger, au travers de l'action que vous conduisez auprès des jeunes et sur l'ensemble des canaux, parce que l'idée, et Perla le disait, il faut que nous puissions partager tous, chacun, ce projet. Oui, juste 2 mots effectivement pour réinsister sur l'importance de cibler le jeune public. Je vais reprendre les propos de Carole Delga au moment du lancement de ce plan. Elle disait « Ce plan est destiné en priorité à la jeunesse pour faire reculer les préjugés, la confusion, l'intox au bénéfice des savoirs. » Donc on s'inscrit tout à fait dans cette démarche parce qu'on sait bien que c'est à l'âge de l'adolescence que s'opère cette construction des préjugés.
qu'après c'est un peu trop tard, et donc il est essentiel de viser ce public. Voilà. Alors après sur la méthode, je vais passer la parole à Perla. Oui, on s'est posé 1000 questions pour savoir comment toucher le public. Et vous avez vu le langage un peu décalé quelquefois, des expressions qui peuvent heurter. Mais c'était la seule façon d'être entre soi. Si un jeune connaît ça, il se reconnaît dans ce ton, dans cette façon de parler et dans les commentaires qui ont été faits. Et donc, on a un peu surfé sur la vague pour que ça reste justement digne, mais dans un langage de jeunes. On a fait tester les clips dans une classe pour vérifier que ça passait bien. Et donc, à présent, ils sont prêts, ils sont là, ils demandent à être utilisés. Nous allons utiliser les réseaux sociaux et TikTok, bien que ça m'étouffe un peu de prendre un compte TikTok, mais c'est pour la bonne cause. Et donc, nous allons aller là où ces messages-là sont diffusés. C'est-à-dire donner un contre-message, donner un autre regard. Et comme je le disais au début, quand on a compris un des préjugés, un stéréotype qu'on a et qu'on a compris comment il est démonté, c'est un outil pour la suite. C'est un outil pour d'autres préjugés et c'est un outil vraiment pour qu'on garde constamment pour accepter la différence de l'autre comme une richesse. Voilà un peu ce que nous avons voulu faire et vraiment je compte sur vous pour diffuser cette information au maximum. Roger, on peut l'applaudir bien sûr, Perla et Roger. Je propose que dans quelques minutes, nous découvrions l'équipe complète du projet, puisque vous êtes là sur scène tous les deux, moteurs de cette opération, mais ils sont beaucoup plus nombreux à avoir participé à vos côtés à ce projet. Et donc, je vous propose de découvrir le 5e et dernier clip de cette soirée, puisqu'il y en a 11 qui seront diffusés en ligne sur la chaîne YouTube, portant sur le complotisme, puisque les Juifs organisent des complots. En tout cas, c'était super cool de m'avoir invité à fêter l'armistice avec ta famille. Je veux dire, ce 11 novembre à la synagogue de Nîmes, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Bon, t'inquiète, hein. Ça m'a fait plaisir que tu viennes. Ah, d'ailleurs, tout à l'heure, ton oncle, il a dit un truc. Il a dit que samedi, ils attendaient le minyan pour démarrer l'office. C'est quoi? Ah, minyan, ça veut dire 10. C'est le nombre minimum d'hommes pour lire certaines prières. Ah, d'accord. Ça me fait penser en fait à ce que m'a dit mon pote Kevin là. Il m'a dit qu'en fait il avait vu sur Facebook que le monde était dirigé par une dizaine d'hommes. Une dizaine? Seulement? Ouais. Genre des mecs super riches, super puissants avec des ordis énormes comme ça. T'as vu ça dans quel film? Ma parole c'est vrai, c'est sur Facebook. Ok. Et c'est qui ces mecs? Des juifs aux États-Unis. Ils contrôlent tout, ils contrôlent nos armées, nos finances, nos hommes politiques. Ils contrôlent même la musique qu'on écoute. Non mais n'importe quoi. Et comme par hasard, c'est des juifs, hein? Bah ouais, et il y a des francs-maçons aussi. Oh, des juifs francs-maçons. Et puis je suis sûr qu'il y a aussi des petits extraterrestres là, comme ça, là. Bah ça on sait pas, hein. Il y en a qui disent qu'il y a des juifs très riches qui sont allés planquer de l'argent directement sur la Lune et sur Mars. Ah mais ça c'est sûr, hein. Au Crédit Lunaire Agricole, hein. Tu gobes tout ce qu'on te dit, toi. Tu sais quoi, si tu me crois pas, t'as qu'à demander à mon pote Kevin, hein. Lui c'est des trucs que toi tu sais même pas. Ok. Et du coup, dis-moi juste un truc. Ces mecs qui, soi-disant, ils nous dirigent, ils font ça pourquoi? Bah pour être les maîtres du monde. Donc explique-moi un truc, gros malin. Comment t'expliques que des maîtres du monde aient subi la Shoah et les camps d'extermination? Comment t'expliques que tout au long de l'histoire, depuis le Moyen-Âge, ils ont subi des discriminations, des massacres et des pogroms? C'est ça, des gens qui dirigent le monde? Tu vois bien que ça vient pas debout, ton truc. Ça va, je veux pas... En même temps, ils sont partout, ils sont pleins tout le temps, là. Mais ça aussi, c'est une fausse idée, Léo. Ils sont à peine 15 millions dans le monde, soit moins de 0,2% de la population, et 500 000 en France, soit moins de 1%. Moins de 1%? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah non, j'avais pas compris ça, moi. Ah ouais. Mais le 11 septembre, le World Trade Center, ça par contre, ça c'était eux. T'arrêtes tout de suite, Léo. Mais quoi? Non mais il y avait des nombreuses victimes juives dans les tours qui y travaillaient, ça va pas bien? Bah ça va, c'est bon. Mais en plus, tous ces grands savants, tous ces grands prix Nobel, ça peut pas être un hasard quand même. Mais... Non mais des savants, il y en a partout, hein. Il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a en Europe. Il y en a à Marseille aussi. Quoi? Les savants de Marseille, c'est connu ça. Ça va.
Ok, bref. Tout ça pour te dire. Bah, les juifs, c'est comme tout le monde. Il y en a qui sont super intelligents, il y en a qui sont super bêtes, et il y en a qui sont normaux. Ouais, mais du coup, pourquoi toute cette théorie complotiste contre eux? Bah, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme qui circule sur les réseaux. Ah oui, c'est ça, les fake news là, qu'il y a sur Facebook et tout ça là, ouais. C'est ça. En même temps, ça m'étonne pas trop, parce que c'est vrai que des fois, en fait, Kevin, il dit n'importe quoi. Des fois. Souvent. Mais il est cool. Enfin, des fois. Roger, vous allez nous parler évidemment de vos coéquipiers de projet, mais je n'oublie pas nos comédiens qui sont là et qui ont dans ces 5 clips montré à la fois tout leur talent, toute la force du message, et on va le voir sur les 6 autres évidemment clips qu'on pourra découvrir sur la chaîne YouTube. Parlez-nous de ces jeunes qui vous ont accompagné sur ce projet. En fait, la façon dont on a travaillé a été la suivante. Donc, on a d'abord travaillé avec des historiens, des universitaires pour collecter ces informations. Donc, ce que j'ai appelé des matériaux de déconstruction. Voilà, de manière effectivement à apporter une réponse, je dirais, scientifique, avérée, attestée à ces préjugés qui font l'armature de ces caricatures. Ensuite, à partir de cette matière, donc, on a travaillé avec des professionnels du monde du théâtre, donc des auteurs que tout à l'heure j'appellerai, des metteurs en scène, qui ont donc travaillé à partir de cette matière pour écrire des dialogues, comme l'a dit Perla, dans un langage accessible aux jeunes. Et pour terminer, donc, ces dialogues ont été interprétés par des jeunes comédiennes et comédiens qui sont tous issus du cours Florent de Montpellier. Voilà. Et donc, bon, alors malheureusement, les 4 comédiens qui ont participé au clip sont tous en tournée, donc ils ne seront pas là ce soir. Mais par contre, voilà, le reste de l'équipe est là. Voilà la façon dont on a construit ces clips. Voilà. Je vous laisse donc les appeler pour nous les présenter et faire la photo. Allez-y. Voilà. Alors on va commencer par tous les bénévoles. Donc, alors je vais prendre des listes parce que je vais essayer de pas oublier. Donc, je vais demander à Fabrice, à Michael Nakache, à Patrice Bitton, à Michael Yankou, Gilles Melki de nous rejoindre. Rejoignez-nous sur scène, s'il vous plaît. On les applaudit en même temps. Ils ont été des bénévoles actifs. Montez sur scène. Jean Didier. Alors, après, qui a participé encore? Nicole Cohen, je vais demander de nous rejoindre parce que... Nicole Cohen. Voilà. Parce que après, je dirais un petit peu les rôles de tout un chacun. Allez-y. Voilà, donc au niveau des bénévoles. Et ensuite, je vais appeler donc les professionnels avec lesquels on a travaillé. Donc Christian Daube, qui est auteur, metteur en scène et acteur, notamment au Mélo d'Amélie, et qui est bien connu dans les on l'applaudit. théâtres régionaux. Voilà. Alors, je vais appeler également donc Jean-Luc Cohen. Alors, Jean-Luc, il a un parcours assez singulier et très intéressant. C'est un ancien directeur commercial, voilà, qui s'est reconverti dans le monde du théâtre, donc qui est maintenant metteur en scène et acteur, qu'on voit aussi beaucoup sur les scènes régionales, et qui, en plus, voilà, fait beaucoup de formation et de coaching pour les dirigeants, notamment en matière de média training et de prise de parole. Voilà. Je vais appeler également, alors je vais citer Jordi Castaner, qui faisait partie de l'équipe des auteurs, metteurs en scène, mais qui est en tournée et qui n'est pas là. Et je vais appeler également donc Petrus, notre ingénieur du son. C'est lui qui a réalisé la sonorisation de tous les clips vidéo. Voilà. Et je vais appeler donc notre réalisateur David Cohen. Voilà, que j'appelle David Cohen. Voilà. Donc, qui a réalisé effectivement l'image, le montage, les illustrations, les incrustations. Vous voyez qu'il y a eu un gros travail. Est-ce que j'ai oublié personne? Les quatre comédiens, qui sont pas là. Vous voulez dire quelque chose? Je sens bien qu'il y a quelque chose qui veut
Voilà. Je crois qu'il manque Gilles et Jacques. Alors, Gilles et Jacques, où sont-ils? Gilles, je l'ai appelé, et Jacques, et Jacques, bah oui, Jacques Platy, voilà. Voilà. Donc, vous avez vu défiler les noms dans le générique. Donc, il y a une collaboration sur la contribution à l'écriture des textes. Voilà, donc ça, c'est beaucoup. Et puis, effectivement, il y a des dames de la CIM et des équipes de Radio Avia qui nous ont beaucoup aidés dans la mobilisation, qui nous ont permis d'obtenir les 557 votes citoyens qui ont fait que ce projet a pu vivre. Voilà. Donc c'est grâce à ce travail de mobilisation qu'on a pu effectivement obtenir l'ensemble de ces votes. Je vais citer bien évidemment Radio Aviva et sa présidente Perla Danan et Ben, Marie, Kylian, Muriel, Lolita, Yana et Marine qui ont travaillé et qui vont continuer à le faire pour la viralité de tous les clips. On les applaudit tous. Voilà, allez-y, Roger. Avant de terminer ces remerciements, je voudrais citer deux personnes de la région Occitanie. Bon, on a travaillé avec beaucoup de services de la région Occitanie, le protocole, le cabinet, etc. Mais il y a deux personnes qui vraiment ont eu un rôle déterminant dans la réussite, on va dire, de cette soirée. C'est donc Madame Anne Vernier, qui malheureusement est en déplacement et n'a pas pu être là ce soir. Et puis Monsieur Joël Dalmas, qui est à la régie technique, voilà, qu'on peut applaudir. Peut-être Joël, si vous pouvez nous rejoindre, et qui a assuré toute l'infrastructure technique nécessaire non seulement à la diffusion des clips, mais également à la retransmission live de la session.